Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. Éric Dupond-Moretti, vous avez quitté le ministère de la Justice depuis 14 mois maintenant, après plus de 4 ans passés place Vendôme, où vous avez laissé beaucoup de vous, dites-vous, dans Jurer craché chez Michel Lafon. On va parler de ses souvenirs, du président que vous êtes l'un des rares à défendre encore, du RN que vous avez toujours combattu. Mais d'abord, vous qui racontez avoir lutté ardemment et parfois en vain contre le populisme et le sensationnalisme judiciaire, quand vous observez les débats actuels, notamment la polémique autour de la permission de sortir de 24 heures accordée à un narcotrafiquant, est-ce que vous avez le sentiment que vos idées reculent? Ah, très clairement, oui. Et pourquoi? Parce que c'est un constat, pas un jugement de valeur, là, en l'occurrence. Même si sur les valeurs, j'aurais beaucoup de choses à dire. Écoutez, je pense que la répression est à l'honneur en ce moment, que un certain nombre d'idées qui ont été notamment portées par Robert Badinter, que l'on vient de faire entrer au Panthéon, je le dis et ça n'est pas une anecdote, à l'évidence recule. Et sur cette question-là, puisque vous évoquez cette question, moi je ne veux pas parler de l'affaire en elle-même, car c'est une affaire et une affaire judiciaire. Cette permission de sortir a été octroyée par un juge d'application des peines et par une cour d'appel. Contre l'avis du chef d'établissement de la prison, et alors qu'il était incarcéré dans un quartier spécialisé. Non mais j'entends cela, mais ce sont des juges du siège qui ont pris cette décision. Et parfois, les juges du siège, ils prennent des décisions contre l'avis du procureur de la République qui requiert. C'est le jeu ordinaire de la justice. Et la question... Oui, pardon. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que pour vous, il devient impossible en France de défendre une décision de justice sans se faire accuser de défendre les criminels. C'est ce qui est dans votre livre aussi. Oui. Oui, mais là, en l'occurrence, là, si l'on regarde, quelle est la question qui se pose au fond, sans polémique et sans rentrer dans le détail, parce que moi, je n'ai pas lu l'arrêt de la cour d'appel qui permet à cet homme d'aller, de quitter l'établissement pénitentiaire pour aller rencontrer un patron. L'idée, c'est, est-ce qu'un homme, au fond, devient définitivement ce que dit de lui son casier judiciaire, ou est-ce qu'il peut sortir des faits pour lesquels il a été condamné? Voilà la question, elle est philosophique. Et elle dépasse bien sûr et bien entendu le cadre de cette affaire spécifique. Je veux rappeler simplement que les hommes, les femmes détenus qui sortent avec ce que l'on appelle une sortie sèche, c'est-à-dire sans préparation, sont plus récidivistes que les autres. Donc il ne faut pas changer la loi, comme le réclame Darmanin, qui vous a succédé place Vendôme. Lui, il veut changer la loi pour que les plus dangereux ne puissent plus sortir de prison, sauf cas vraiment exceptionnel, comme aller à un enterrement. Madame, pardonnez-moi, je ne vais pas commenter cela. Ce que je dis, c'est que c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Et nous verrons, au final, d'abord, je ne sais pas quel est le projet. Il y a eu cette communication qui a été faite. Moi, je ne suis pas le critique de l'actuel garde des Sceaux. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de principes. J'attends de voir ce que réellement il va proposer. Je note que à peine cette polémique est-elle née, que immédiatement on envisage de changer la loi. Vous voulez dire une polémique, une loi? À chaque fait ouvert. Je veux dire une polémique, une loi. Mais ensuite, le garde des Sceaux actuel fait ce qu'il a envie de faire. Et Gabriel Attal veut même supprimer le juge d'application des peines. Voilà. C'est le juge qui a pris cette décision d'accorder cette permission de sortir. Voilà. Eh ben, il faudrait un débat d'1 heure pour expliquer à nos compatriotes, à vos auditeurs sans doute, aux téléspectateurs, en quoi c'est utile les réductions de peine. Et en particulier, c'est un argument qui fait mouche, forcément, pour la sécurité des personnels pénitentiaires. Pardon, vouloir supprimer le jab, c'est dire au pays que les juges se trompent trop souvent, au fond? C'est demander à ceux qui ont cette idée, supprimer le jab, ça veut dire qu'il n'y a plus d'exécution des peines. Mais je le redis, l'exécution des peines est porteuse d'un peu d'espérance qui sécurise le personnel pénitentiaire. Et je voudrais vous dire que j'ai supprimé et j'ai fait supprimer les réductions automatiques de peine. Et je les ai conditionnées à l'effort. Mais je le rappelle, à l'aune des capacités et des qualités de chacun. Ça peut être quoi, l'effort? Apprendre à lire et à écrire. Se désintoxiquer. Travailler chaque fois que c'est possible. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place le contrat du détenu travailleur.
Le détenu qui a bénéficié de cette permission de sortie était enfermé dans un de ces fameux nouveaux quartiers ultra sécurisés mis en place donc par votre successeur Gérald Darmanin, quartier censé être totalement étanche pour les détenus les plus dangereux. Écoutez ce qu'en disait il y a quelques jours l'avocat Philippe-Henri Honégger sur France Info. Et ça se passe mal, mais pour une raison simple. Si ça a été interdit dans les années 80, c'est parce que ces quartiers de haute sécurité, dont le fondement est en réalité l'isolement total des gens, et notamment l'isolement psychologique, ça a des conséquences gravissimes. Vous êtes d'accord avec votre confrère avocat? C'est plus complexe que ça. Hein, alors allons-y, on a le temps de... j'entends bien, d'accord, pas d'accord, c'est un peu réducteur, et moi je me bats pour le temps long, voyez-vous. Vous l'avez, allez-y. Je vais vous dire, d'abord... les portables en prison, tout le monde savait qu'il y en avait. Et d'ailleurs, la police, parfois, les plaçait sous écoute. Donc vous voulez dire que c'était utile d'avoir des portables en prison? Non, je dis pas ça, madame, je ne veux pas aller jusque-là. Mais parfois, ça a permis à la police de recueillir un certain nombre de renseignements. La police et le renseignement pénitentiaire qui a été mis en place sous Emmanuel Macron. Gérald Darmanin dit aussi que ces téléphones portables parfois font la taille d'un ongle, donc oui, on peut pas les contrôler. Attendez. Et il y avait une espèce de comment dirais-je, d'état d'esprit qui était paix sociale à tout prix. Donc quand on sentait parfois du shit dans une cellule, on n'ouvrait pas la porte. C'était shit, médicaments et prison pour apaiser tout le monde avec des conditions de détention qui sont parfois assez indignes, pour ne pas dire indignes. Et puis, il y avait ces portables. Alors, ces portables, on s'y est attaqué, mais on s'est heurté à un certain nombre d'écueils technologiques. Vous en citez un, le téléphone portable de la taille d'un ongle, parfois totalement plastifié et indétectable. Donc, quand Gérald Darmanin envisage de nouveaux portiques, il a 1000 fois raison. Qui détectent ces portables, des portiques qui détectent ces portables. Les brouilleurs, je vais vous donner un autre exemple, brouillaient tellement mal que parfois ça brouillait les téléphones du voisinage. Donc ça, insupportable. Donc qu'il y ait eu une prise de conscience de cela et la volonté, bien sûr, d'étouffer le trafic quand il prend naissance au sein même de l'établissement pénitentiaire, 1000 fois bravo. Ça vous dites oui, mais sur les quartiers de haute sécurité, dans votre livre, vous écrivez, donc dans votre livre Juré craché, Badinter, ce grand humaniste que j'admire profondément, avait compris que mettre ensemble tous les détenus les plus dangereux, c'était créer des bombes à retardement, des lieux où la violence ne pouvait que s'amplifier, où la haine ne pouvait que croître. Vous êtes d'accord avec Robert Badinter? Merci de parachever la réponse à la question qui m'a été posée en lisant quelques phrases de ce livre. Il y a de tout, voyez-vous. Il y a l'efficacité, mais il y a aussi l'idée qu'un jour, les détenus sortent. Comment doivent-ils sortir? Le court-termisme, c'est de dire, comme ils veulent, ils sont détenus et tout va bien. La vision à plus long terme, c'est ils vont un jour sortir. Est-ce qu'il faut préparer leur sortie? C'est la question que nous évoquions il y a une seconde. Et comment sortent-ils? Il faut qu'ils sortent meilleurs, qu'ils n'y sont rentrés. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tout est une question de nuance et d'équilibre. C'est une question que vous vous posez depuis longtemps, Éric Dupond-Moretti. Lors de votre première visite en tant que garde des Sceaux, vous avez choisi la prison de Fresnes. C'était il y a 5 ans. Les détenus, ce jour-là, avaient tapé sur les portes pour saluer à leur façon votre arrivée, celle d'un avocat pénaliste. Vous aviez choisi ce lieu symbolique pour votre premier déplacement et vous déploriez déjà l'état des prisons françaises. Il y a quand même des efforts à faire. Hein. Bon, quand on voit les douches, ça donne pas envie, franchement. Quand on voit les parloirs, je me dis, mais comment des familles qui sont des victimes collatérales, d'une certaine façon. Alors je précise que 6 mois plus tard, vous vous faisiez insulter lors d'un autre déplacement. Pas 6 mois plus tard, hein. Beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Ouais. Donc ça, le retournement a été rapide. Mais vous dites que la prison doit punir, mais aussi réinsérer. Encore une fois, c'est pas la tournure que prennent les débats aujourd'hui? Écoutez, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai servi un président de la République qui a souhaité une augmentation, mais notable, du budget. Et parmi les choses qui ont été améliorées, il y a évidemment la réfection d'établissements pénitentiaires, avec une douche par cellule, ce qui est quand même bien le moins. Et regardez tous les établissements pénitentiaires qui ont été rénovés, et puis la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, qui a connu un ralentissement que l'on ne peut pas nous imputer. C'est notamment la Covid qui a ralenti la progression, et c'est la difficulté pour obtenir des terrains pour construire des prisons. Et c'est ceux d'ailleurs qui gueulent le plus pour la sécurité qui sont les plus réticents pour que l'on aille chez eux construire des prisons. Ça, c'est une réalité.
Mais vous décrivez aussi cette odeur indescriptible que vous essayez sûr. d'écrire dans les prisons. Ouais. Est-ce que l'obsession sécuritaire actuelle ne finit pas par rendre les détenus encore plus dangereux, au fond? Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure, et pardon de revenir à la sagesse populaire, c'est à la fin du bal que l'on paie les musiciens. On verra tout ça. Il y a des conceptions qui peuvent être opposées. Moi, j'ai pas le sentiment, contrairement à ce que l'on dit dans la concurrence, d'avoir été un ministre laxiste. Et d'ailleurs, à propos de la première visite à Fresnes, Marine Le Pen, vous avez qualifié de ministre des détenus. ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Et pendant 4 ans, je n'ai été dans sa bouche et dans la bouche des siens que le ministre des détenus. Que le ministre des détenus. Évidemment, il lui a échappé que 15 jours après, lors d'une autre visite, j'avais été copieusement insulté, ce qui pour moi était la démonstration de ce que le costume de garde des Sceaux était endossé. Parce que vous avez modifié les réductions de peine, c'est ça? Pardon? Vous aviez modifié les réductions de Mais peine. moi, je n'ai pas voulu que... Vous savez, autrefois, quelqu'un qui était condamné à 10 ans, il savait en montant dans le fourgon cellulaire, quand la peine était définitive, qu'il en ferait 8. Et tout ça sans effort. Et moi, je pense que le sens de l'effort, c'est pas un sens interdit. C'est pour ça que les détenus vous ont eu à l'époque. Mais surtout en prison. Voilà. Comme certains avocats, lorsque j'ai pris un certain nombre de décisions, ils ont dit mais il nous a trahis. Bah, j'étais plus avocat, j'étais devenu garde des Sceaux, donc tout ça c'est compliqué. Vous voyez, quand on a dit, comme Madame Le Pen l'a fait, que je n'étais que le ministre des détenus, on est évidemment dans la caricature à laquelle elle nous a accoutumés depuis toujours. Dans un instant, Éric Dupond-Moretti, le narcotrafic et le président aussi, vous qui êtes l'un des rares à défendre encore Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais tout de suite, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. L'image de la matinée nous viendra de l'Elysée. Le président ukrainien est reçu par Emmanuel Macron qui veut lui apporter son soutien face à Moscou, qui a fait sous forte pression. Une délégation ukrainienne a été reçue aux États-Unis la nuit dernière pour parler du plan de paix élaboré par les Américains. La première mouture de ce plan était très largement en faveur des Russes. En Indonésie, le bilan humain dépasse désormais les 500 morts, mais les secours estiment qu'il y a encore 500 disparus. Des inondations ont touché l'ouest du pays. Les pluies torrentielles ont aussi frappé la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les fauteuils roulants sont désormais remboursés à 100% par la sécurité sociale. Cela concerne plus d'1 million de personnes en France. Il n'y aura plus besoin de faire des avances de frais. Jusque-là, les personnes concernées pouvaient avancer plusieurs milliers d'euros. Et puis cela fait plus de 20 ans que cela n'était pas arrivé. Lens en tête du classement provisoire de la Ligue 1 devant le PSG et devant l'Olympique de Marseille. Les Lensois se sont imposés 2-1 contre Angers lors de la 14e journée de championnat. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux et ancien avocat pénaliste, on parle d'une spectaculaire évasion. Je vous vois remuer la tête, monsieur Dupond-Moretti, mais je vais quand même d'abord poser ma question. Oui, mais je reviendrai sur le rare, voyez-vous, parce Avec que les mots, plaisir. Ah, on les parlait mots, d'Emmanuel les mots ont Macron. un sens. On va y Oui, oui. revenir, mais Quand, juste quand ça avant, touche le d'accord. président, ça vous pique. On va y hein. revenir. On va y revenir. Ah, parce que c'est pas vrai d'abord, mais on y On va revient. vraiment promis, Je on vous va en parler dans écoute et quelques puis instants. on revient sur le rare. On y reviendra. On y revient. Jeudi, 2 détenus sont évadés de la maison d'arrêt de Dijon, un établissement vétuste, comme vous en avez visité de nombreux. Ils ont scié les barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone. Un complice présumé de l'évadé encore en fuite a été interpellé hier à Besançon. Mais l'un des deux est donc toujours dans la nature. Quel regard portez-vous sur cette double évasion de Dijon ? J'ai noté cela, évidemment, comme tout le monde. Et puis, j'ai été moi-même confronté à un certain nombre d'évasions. Un détenu, il a une envie, c'est de recouvrer la liberté. Alors là, c'est à l'ancienne. Certains de vos confrères ont insisté sur le fait que les évadés portaient des tongs, ce qui, à mon avis, change pas grand-chose à l'évasion, mais c'est comme ça, c'est le sens du détail qui parfois... Vous remarquerez que c'était pas dans ma question. J'ai pas parlé des temps. Non, j'ai compris, mais je pense que ceux qui nous écoutent se sont largement informés et ont été largement informés sur cette évasion. Et il y a un J'ai autre rien à dire détail, de c'est du particulier. matériel livré par des drones, Éric Oui, Dupond-Moretti, mais bien sûr, et mais- des syndicats pénitentiaires qui avaient alerté sur le fait que des drones rôdaient autour de la prison. Mais madame, vous savez, la baguette magique, elle n'existe que dans l'opposition. Ils ont toutes les solutions, c'est les yaka faucons de la politique à venir. Et bon. Après l'affaire Amra, qui est une affaire infiniment dramatique, le 14 mai 2024, c'est le jour le plus noir de ma vie de ministre. J'ai dû informer un père de la mort de son fils. J'en ai un souvenir prégnant, profond.
On a réuni toutes les organisations syndicales. On a pris 30 mesures sur un protocole qui a été signé par tout le monde. Et c'est assez rare que toutes les organisations signent un protocole. Surtout quand ça vient du ministère. Voilà, c'est une réalité. Et bien sûr que l'on veut s'attaquer à tout ça, mais on ne peut pas le faire en un claquement de doigts, parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il faut monter les filets. Vous avez vu à Nice, par exemple, prison de Nice, les filets sont en train de s'effondrer tellement ils portent un certain nombre d'objets qui ne sont pas passés au travers des mailles. Bon, tout ça, c'est une lutte constante. Et ça s'inscrit, moi je le dis, dans une continuité. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre l'existence des drôles, et ça n'est pas aujourd'hui, par exemple, que l'on a installé des filets anti-protection. Voilà, c'est une réalité, mais les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Il n'y a que sur les plateaux de télé que tout se fait comme ça, en un claquement de doigts, dans la facilité. Justement, les choses ne se font pas non plus en un claquement de doigts. À Marseille, où vous aviez marqué les esprits lors d'une visite en mars 2024. Vous aviez reproché aux magistrats, je vous cite, leur défaitisme. Vous reprochiez à la juge d'instruction du pôle criminalité Isabelle Couderc d'avoir dit au sénateur « Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants ». À Marseille, vous étiez à la marche pour Mehdi Kessassi à Marseille, justement. Est-ce que vous avez le sentiment de la gagner, cette guerre contre la drogue à Marseille? D'abord, je veux dire 2 mots sur ce qu'on a qualifié d'engueulade, insupportable, etc. Bon, ça n'avait pas vocation à être public. J'étais devant les magistrats marseillais et ce qui me gênait, c'est que l'on avait dit devant la commission d'enquête parlementaire qu'il y aurait un ou plusieurs greffiers qui auraient été corrompus. Je m'étais renseigné auprès du procureur général qui avait nié cette chose. Et donc j'avais dit, mais comment on peut publiquement dire cela? Les greffiers vont se regarder en chien de faïence. Qui a fait quoi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est l'autre? Ça m'avait fait bondir, et je l'avais dit avec la liberté qui est la mienne. On vous connaît, mais sur le fond, sur la lutte contre la guerre. Et oui, je pense qu'un général qui dirait avant la bataille « nous avons perdu la guerre », il l'a perdue. Et c'est ce jour-là que nous allions à Marseille avec le président de la République, que l'on faisait un certain nombre d'annonces. Je veux quand même vous dire qu'à Marseille, on a doublé le nombre de magistrats et de greffiers. Et d'ailleurs, sur cette guerre livrée... 143 magistrats du siège et 60 du parquet. Oui, et sur cette guerre livrée contre le trafic, contre les trafiquants, les narcotrafiquants, il y a 2000 mises en examen à Marseille et plus de 600 détenus. Donc c'était pas prémonitoire, cette Quoi phrase donc? que nous risquons de perdre la guerre, ce n'était pas prémonitoire. Vous dites, on a fait des choses et enfin, on est en train de gagner la si guerre. Si vous dites publiquement, moi, je pense que c'est perdu, c'est pas un bon signal. Surtout quand on va à Marseille pour renforcer les effectifs comme ils ne l'ont jamais été. On vous entend, Éric Dupond-Moretti. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, on l'a vu tout à l'heure, vous vouliez revenir sur un mot, c'est le sujet d'Emmanuel Macron. Ouais. Vous répétez votre admiration, votre loyauté envers le président. Vous êtes le dernier des macronistes? Alors, ça veut dire que vous ne l'êtes pas vous-même si vous me posez cette question en ces termes. Parce que vous auriez pu dire parmi les derniers déjà, ce qui était excessif et ce que je conteste. Je veux quand même rappeler qu'il a été réélu en 2022. Et qu'il bat des records de popularité. D'accord. François Hollande, il n'a pas battu des records d'impopularité. Nicolas Sarkozy, il a été incapable de se faire élire par les siens dans la primaire que nous connaissons. Quand il a tenté un retour, Donc, l'histoire, je veux dire, il y a un Macron's bashing. Moi, je déteste les anglicismes. C'est ça le sujet, c'est à la mode de détester le président? Bah, écoutez, quand on dit sur une chaîne qui serait la première chaîne d'information, CNews, que CNews, dans la bouche de Monsieur Pro, qui est le phare de la pensée contemporaine, que Macron est le pire chef de l'État depuis Clovis. Alors pourquoi il a choisi Clovis? Toujours pas la réponse. Mais donc, Madame Pétain compris. Pétain compris. Alors ça, vous voyez, pilonner... Oui, mais vous avez des proches d'Emmanuel Macron qui le font aussi. Édouard Philippe qui appelle à ses démissions, Gabriel Attal qui dit qu'il ne le comprend plus. Il n'y a pas que des chaînes d'information. Mais madame, il faut voir les mobiles des uns et des autres. Et l'élection présidentielle est une boussole qui n'est pas forcément bonne. Vous voyez, vous venez de parler des fauteuils roulants, là. Oui, qui vont être remboursés désormais Le intégralement. zéro à charge, voilà, ce sont des choses qui sont à mettre au crédit du président de la République. La façon dont on a été protégé pendant... Et tout le monde a oublié ça. J'ai entendu l'un de vos confrères, d'ailleurs, à propos du quoi qu'il en coûte, dire, très fier de sa formule, c'est le n'importe quoi qu'il en coûte. Maintenant. Mais à l'époque, on l'a pas entendu, hein. Et puis, je peux multiplier les exemples. Donc c'est un bouc émissaire assez facile, vous dites. Non, mais madame, notre pays est un pays régicide, vous le savez. Et moi, je vais vous dire 2 choses. D'abord, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne.
Et nous en reparlerons si vous m'invitez, si j'ai encore une voix Nous vous réinviterons. après 2027. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, le prochain ou la prochaine chef de l'État ne connaîtra pas l'état de grâce, mais l'état de disgrâce. Parce que c'est comme ça. Et parce que les réseaux sociaux, Justement. c'est un tombereau de haine. Vous avez vu les sondages, Éric Dupond-Moretti. Oui. Emmanuel Macron disait aussi qu'il allait faire reculer le Rassemblement national. Aujourd'hui, le RN est au zénith. Vous qui avez toujours combattu ce parti, qu'est-ce que ça vous Non, mais inspire? j'adore ces résumés. Madame, est-ce que vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe en Hongrie? C'est pas typiquement français. Bah évidemment que c'est pas typiquement français. Non, mais Je pense que les populistes sont là. Et qu'est-ce que c'est que le populisme, si on veut le définir de façon simple, accessible à tous? Bah, c'est de dire les choses que les gens ont envie d'entendre. Donc vous gagnez à tous les coups. Et Jordan Bardella a été agressé. Il a reçu un œuf, notamment, qui lui a été éclaté sur la tête. Le RN appelle toute la classe politique à condamner unanimement cette agression. Vous le condamnez malgré vos divergences? Sûr, mais bien sûr. C'est pas comme ça que l'on entre dans le combat politique. Ça renforce Jordan Bardella, d'ailleurs, parce que ça le victimise. Non, que l'on aille sur le terrain du combat, que l'on voit à quel point les programmes économiques, je dis les, parce qu'il y en a deux, il y a celui de Marine Le Pen et celui de Jordan Bardella, sont inefficients, inefficaces, que l'on parle de justice, que l'on parle de leurs relations, là. Hein, au niveau européen, les boîtes comme Unanime, dirigées par Monsieur Chatillon, qui est un néo-nazi, un dossier dans Libération, ça pose et question. nous aurons Jean-Philippe Tanguy jeudi pour lui poser ces questions-là. Oui. Avant la question qui sera posée par Agathe, j'aimerais vous interroger aussi sur votre relation avec le couple présidentiel, avec Brigitte Macron. Le couple présidentiel a engagé une longue procédure en diffamation aux États-Unis pour faire cesser la diffusion de rumeurs et fausses informations sur le genre de naissance de Brigitte Macron. Oui. Le chef de l'État, on le sait, vendredi devant des lecteurs, a jugé possible de créer en France une action judiciaire d'urgence contre les fausses informations, un espèce de référé sur les réseaux sociaux, contre les infox, contre les fake news. Est-ce que vous pensez tout simplement, au vu de votre longue expérience, que c'est possible? Bah, c'est non seulement possible, mais c'est très utile. Enfin, pardon, moi je connais bien le dossier, ce dossier bidon là, qui touche Brigitte Macron dans son intimité, dans ce qu'elle a de plus cher, sa féminité, sa maternité. Bon, tout ça est parti d'une pseudo-journaliste et d'une médium. Ça a été repris ensuite par un dénommé Poussard, qui est un monsieur d'extrême droite, lié à Châtillon, à Soral, à Dieudonné, qui a propagé cette saloperie de rumeurs ici, et qui l'a fait traverser l'Atlantique. Avec Candace Owens. Où elle a été reprise par Candace Owens, qui est une proche de Marion Maréchal Le Pen. J'ai vu, depuis que j'ai dit ça... Vous y voyez la main du Rassemblement national ou de l'entourage? Bah, écoutez, moi je constate que moi je ne suis pas ami de Madame Candace Owens, je n'ai pas fait avec elle le pèlerinage de Chartres, je ne l'ai pas invitée dans un raout où on a vu Monsieur Zemmour et qui avait pour objet de glorifier l'extrême droite. Ce que je dis, Madame, vous voyez, j'ai dit cela publiquement et on a des éléments pour le dire. D'aucuns de vos confrères ont reçu Madame Marion Maréchal Le Pen et personne ne lui a demandé quelles étaient les relations qu'elle entretenait avec Candace Owens, qui a demandé d'ailleurs et qui a appelé à voter pour Madame Le Pen. Ben oui, ça c'est l'instrumentalisation d'une rumeur à des fins politiciennes et c'est, je le dis, sans nuance, absolument dégueulasse. Et on vous entend, Éric Dupond-Moretti, c'est le moment de la question qui, à retrouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la question qui traverse plus d'un an après votre départ du ministère de la Justice. Vous dites que vous n'avez toujours pas réussi à traverser la place Vendôme. Vous la contournez. Pourquoi? C'est trop douloureux? C'est pas simple pour moi, voilà, j'y ai laissé beaucoup de moi-même. Vous savez, quand j'ai quitté le ministère, j'ai été animé, je l'ai déjà dit, ça n'est pas un scoop, par des sentiments différents. D'abord, recouvrer ma liberté, ça n'était pas rien. Je suis allé faire une promenade en Italie assez longue. En moto. En moto, exactement. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à quitter les gens avec lesquels j'avais travaillé, les gens qui étaient à mon service, qui m'apportaient le café le matin, la revue de presse. Voilà, je les ai beaucoup aimés. D'ailleurs, on voit quand je quitte le ministère une émotion partagée, réciproque. Puis enfin, une petite frustration. On me fait signe d'aller plus vite parce que il y a des textes que j'avais préparés et que j'ai pas eu l'honneur de porter. Merci. Notamment le texte sur le narco-banditisme. Nous vous réinviterons. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci, Paul. Merci, On se Agathe, retrouve à demain. demain. Vous restez avec nous tout de suite, les informés avec Renaud Dely.